Nous allons commencer à l'heure, pile. Merci à vous tous d'être là pour ce débat sur donc, le retour des blocs. Est-ce qu'il y a un retour des blocs? La question est posée. C'est pour ça qu'il y a ce point d'interrogation. Alors oui, quand on regarde l'ONU, on a l'impression qu'elle est paralysée comme au pire moment de la guerre froide. Et évidemment, il y a des choses qui rappellent les blocs de l'époque de la guerre froide. Mais c'est beaucoup plus compliqué et ces blocs sont mouvants. On le voit par exemple, Russes et Chinois, Poutine et Xi Jinping, en février, juste avant l'invasion de l'Ukraine, ils affichaient leur amitié sans limite. Aujourd'hui, on voit que la Chine, quand même, d'abord, pendant tout au long de cette guerre, n'a pas donné d'armes, a été très réticente sur les sanctions et fait très attention à ne pas se rompre avec Washington là-dessus. Et en plus, comme le reconnaissait Poutine lui-même lors du sommet de l'organisation de la conférence de Shanghai à Samarcande en Ouzbékistan il y a une semaine, Poutine lui-même reconnaissait que Pékin avait, je cite ces mots, des questions et des inquiétudes. Alors, comme à l'époque, on peut dire que d'un côté, on voit deux grands ensembles dans le monde, trois exactement. Donc d'un côté, il y a les démocraties thalassocratiques occidentales, et de l'autre, un bloc euro-asiatique de régime autoritaire, et puis entre les deux, ce qu'on appelle souvent à tort un sud global, de pays qui se cherchent, ne veulent choisir ni l'un ni l'autre, etc. Mais on voit que ces blocs aussi sont beaucoup plus mouvants qu'à l'époque. Alors l'OTAN reste une alliance militaire structurée, c'est même la seule, revigorée par l'agression russe en Ukraine, qui lui a redonné en plus une nouvelle jeunesse et des raisons d'être. Mais le camp des autoritaires, des régimes autoritaires, est beaucoup plus hétérogène. Et finalement, son seul vrai point commun, c'est un ressentiment, dont on peut aussi comprendre en partie les raisons, face à l'Occident. La Chine, par exemple, n'a aucun traité d'alliance militaire, sauf avec la Corée du Nord. La Russie a essayé de transformer l'organisation de sécurité collective réunissant les anciennes républiques, notamment d'Asie centrale, en nouveau pacte de Varsovie, ça n'a pas marché. Et l'organisation de la conférence de Shanghai, qui est aujourd'hui la seconde plus grande organisation au monde après l'ONU, c'est quelque chose de très hétérogène. Il y a la Russie, il y a la Chine, bien sûr, mais il y a aussi l'Inde, et il y a même la Turquie, qui est aussi pays membre de l'OTAN. Donc c'est un monde beaucoup plus mouvant, et nous allons parler de tout ça avec nos trois invités. Alors je les présente dans l'ordre de ce que sera leurs interventions. Alors Sabine Dulin, qui est à Sciences Po, et qui est notamment l'auteur du livre La frontière épaisse, qui va nous parler de comment, est-ce que oui ou non, avec l'Ukraine aujourd'hui, ce front ouvert sur quasiment 2000 km, est en train de se créer une nouvelle frontière, un nouveau rideau de fer en Europe, mais beaucoup plus à l'est. Ensuite, Michel Duclos, ancien ambassadeur, qui est notamment l'auteur du livre Les nouveaux autoritaires et aussi un livre sur la diplomatie de Macron, le bilan diplomatique de Macron, et Nicole Niesotto, qui conclura, qui est, vous connaissez tous, qui est un des piliers du Forum de Normandie. Donc je donne d'abord la parole à Sabine Dulin. Alors chacun parlait pendant 10 minutes pour un maximum pour un premier tour. Ensuite on refera un deuxième tour et ensuite la parole sera à vous pour des questions. Voilà, donc Sabine, à vous de commencer. Oui. Ah oui, je ne sais pas s'il y a un seul micro. Non, il y en a un chacun normalement. Mais pour vous, c'est un pour vous. Ok. Merci Marc de cette introduction qui finalement fait déjà le tour de la question. Et donc moi je vais parler en tant qu'historienne. Bon évidemment l'histoire aujourd'hui s'invite beaucoup dans le débat public étant donné que je suis spécialiste de l'histoire de la Russie et que évidemment travailler sur l'empire russe et soviétique peut donner un certain nombre de clés pour comprendre ce qui se passe à l'Est. D'ailleurs, outre la frontière épaisse, j'ai écrit un petit livre que je dois dédicacer tout à l'heure, m'a-t-on dit, qui s'appelle L'ironie du destin, une histoire de l'Empire... J'ai même oublié le titre. Hein. L'ironie du destin, une histoire des Russes et de leur empire. Voilà. Donc qui finalement a été écrit avant le déclenchement de la guerre, mais qui finalement rend compte
de cette longue durée qui peut permettre de mieux saisir ce qui est en train de se passer. Alors d'un certain côté, quand on écoute par exemple la déclaration de Poutine il y a 2 jours, le 21 septembre, on est quand même dans une impression d'irréalité. On a l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Et pourquoi ? Parce que c'est comme un voyage dans le temps, un retour en arrière, puisque finalement, on a tous les ingrédients de ce qui a été une série de tragédies au XXe siècle. D'abord, on a cette idée de la révision des frontières par la guerre, la volonté d'une sorte de revanche après l'humiliation de l'effondrement de l'URSS. Et ça rappelle les années 30. Ça rappelle l'avancée d'Hitler en Europe, les questions d'apaisement et de résistance. Faut-il apaiser le dictateur ? Faut-il résister ? Et puis, avec derrière l'argument du droit des Allemands à disposer d'eux-mêmes à l'époque. Et là, le droit des Russes, les russophones qui seraient à soutenir à l'extérieur des frontières de la Russie. Ça, c'est le premier retour dans le temps. Le deuxième, c'est l'histoire des référendums dont on entend parler maintenant. Organiser des référendums dans des zones qui viennent d'être occupées, et qui d'ailleurs le sont assez mal, ça rappelle ce qui s'est passé à la suite du pacte germano-soviétique en 1939, lorsque les troupes de l'armée rouge, à l'époque, sont rentrées en Pologne orientale, ce qui est aujourd'hui l'Ukraine occidentale, sont rentrées dans les pays baltes et ont organisé à grande vitesse des référendums, des plébiscites pour dire que l'annexion était légitime. Donc c'est une vieille histoire, cette histoire des référendums et d'une sorte de fiction démocratique pour légitimer l'annexion. Troisième renvoi en arrière, eh bien, toute cette rhétorique sur le nazisme ukrainien et le fait qu'on est en train de refaire une sorte de grande guerre patriotique, évidemment, avec bien moins d'héroïsme et bien moins de conviction du côté russe, comme on le voit, puisque les Russes, quand on leur demande de se mobiliser, tentent au contraire d'échapper à la conscription. Mais il y a néanmoins ce discours du nazisme et de l'antinazisme, de la collaboration avec le nazisme, et donc un rappel de cette grande guerre patriotique. Il y a ensuite, bien sûr, la strate suivante, c'est celle de la guerre froide. Celle de la guerre froide avec l'arme nucléaire qui fait peur, la question de l'OTAN qui est en train de se ressouder, et qui donc s'était créée dans les années 40, la notion de monde libre qui revient en force, le camp atlantique de l'époque, qui était le camp qui se présentait comme celui du monde libre face au monde communiste, eh bien, on entend de nouveau ce terme. Et puis aussi l'idée de bloc, justement, l'idée de bloc et l'idée aussi de non-alignement. C'est tout à fait intéressant de voir lorsque le président Emmanuel Macron ou Joe Biden devant l'ONU tentent de convaincre les non-alignés, donc tous ces pays du Sud qui peuvent pencher d'un côté ou pencher de l'autre, eh bien, on a bien cette chose-là qui est présente aussi. Et enfin, dernière strate historique, ça c'est la réalité, c'est la guerre coloniale. La guerre coloniale, on a eu la France qui a fait la guerre en Algérie parce qu'elle refusait la décolonisation de l'Algérie. On a eu la guerre du Vietnam et finalement la guerre en Ukraine, c'est la énième guerre coloniale d'un empire qui refuse, qui a la hantise de son déclin et qui refuse finalement la désagrégation de ce que c'était que l'Union soviétique. Donc voilà ce qui apparaît. Alors en même temps, on n'est pas au XXe siècle, on est au XXIe siècle, et celui qui nous le rappelle très récemment, le 16 septembre, c'est le leader indien, Narendra Modi, qui était pourtant pas trop pro-américain, mais qui a quand même dit la phrase qui met la distance à l'égard de la Russie, c'est « l'époque actuelle n'est pas propice à la guerre ». L'époque actuelle n'est pas propice à la guerre. Donc,
c'est bien l'idée d'un cauchemar dont on voudrait se réveiller. Alors l'histoire, elle sert à faire la part justement entre ce qui est de la répétition, mais aussi tout ce qui peut être fausse similitude entre le passé et le présent. Alors je vais prendre trois éléments, hein, et Marc, m'arrêtez si je suis trop longue, parce que j'ai pas ma montre. Donc le premier, c'est l'anti-occidentalisme. On a clairement, dans la déclaration de Poutine d'il y a 2 jours, une vraie déclaration de guerre à l'égard de l'Occident. Alors bien sûr qu'on y voit là un héritage du tchéquiste, hein, puisque Poutine était un membre du KGB, un héritage soviétique. La période communiste se battait, hein, contre le capitalisme, l'impérialisme et le matérialisme consumériste. Alors bien évidemment, on a le rejet de ce discours qui peut du coup se faire entendre dans une partie de l'opinion russe, notamment les plus anciens, ceux qui ont été habitués à entendre la propagande soviétique. Mais tout le savoir-faire rhétorique, hein, de la Russie, c'est de mêler ce vieux discours soviétique à un nouveau, qui est ce discours de la tradition, des régimes autoritaires face à une démocratie décadente, hein, et tout ça rejoue ensemble pour faire marcher cette idée d'anti-occidentalisme. Deuxième élément, la question de la guerre froide et la frontière entre 2 mondes. Alors c'est vrai qu'à l'époque de la guerre froide, on avait notamment Zhdanov, l'idéologue en chef de Staline, qui en 1947 avait décrit, hein, les 2 camps. Les 2 camps, on avait d'un côté donc le bloc dirigé par les États-Unis, qui était jugé comme impérialiste et agressif, et puis le bloc soviétique, qui était le bloc du progrès, le bloc de l'anti-impérialisme. Cette vision du monde en 2 camps, qui avait disparu à l'époque de Gorbatchev et à l'époque de la perestroïka, est évidemment de nouveau là. Et au-delà de cette division du monde en 2 blocs, qui peut apparaître sous le nouveau jour d'une sorte de choc entre civilisations, ou en tout cas de choc entre des régimes autoritaires et traditionnels et un monde moderne et de la démocratie libérale, hein, pour dire les choses telles qu'elles sont, eh bien ce nouveau partage du monde, en fait, est aussi quelque part, derrière, on a le discours de la lutte contre la barbarie, hein. Donc le bastion de l'Ukraine, des pays baltes, de la Pologne, qui se bat contre les nouveaux barbares de l'Est, que sont les Russes, hein. Et là, on a vraiment donc une nouvelle frontière, alors peut-être pas un rideau de fer, même si on commence à en avoir des éléments, hein, avec d'un côté les sanctions qui isolent la Russie, mais de l'autre aussi tous ces gens qui fuient la Russie, hein, et ça rappelle eh bien, les fuites, hein, des émigrés russes pendant tout le XXe siècle, et les vagues de dissidents qui fuyaient le régime soviétique. Donc on a bien des éléments d'un rideau de fer, mais en tout cas on a les éléments d'une frontière dure, une frontière idéologique et une frontière militaire, hein, qui s'érige alors très à l'est de l'Europe, puisque dorénavant c'est au milieu de l'Ukraine, hein, pour le moment, en tout cas entre 4 régions de l'Ukraine, à l'est et au sud, et le reste de l'Ukraine, que s'élabore une sorte de partition, hein. Et évidemment, ça rappelle d'un certain côté le mur de Berlin, hein, lorsque l'Allemagne était divisée en 2, lorsque Berlin était divisé en 2, et là tout d'un coup, on a quoi ? On a une Ukraine qui, sous nos yeux, est en train de se diviser par l'occupation d'un côté et la guerre des Ukrainiens de l'autre. Donc cette nouvelle frontière, beaucoup plus à l'est, hein, qui repousse la Russie sur son terrain eurasiatique, hein, comme elle le revendique d'ailleurs, c'est évidemment une nouvelle donne, hein. Ce n'est pas donc un rejeu de l'histoire, parce que c'est une nouvelle donne. C'est une nouvelle donne qui rappelle quand même qu'il n'y a pas 2 blocs. Il y a d'un côté un pays, la Russie, qui tente
de s'agrandir sur un plan régional et qui a un très fort pouvoir de nuisance et de déstabilisation. Et il y a un bloc de l'autre côté, c'est le bloc occidental qui s'est reconstruit face à l'agression de Poutine. Pour terminer, je voudrais juste dire que s'il y a quelque chose qu'on ne retrouve pas aujourd'hui, c'est la stabilité de la guerre froide. La guerre froide était une période où, certes, il y avait des guerres chaudes dans les mondes en décolonisation, mais en Europe, on était dans un monde particulièrement régulé, avec des règles, avec une sorte d'équilibre de la terreur entre les deux blocs, entre les deux grandes puissances. Et donc cet équilibre rendait finalement la vie assez sûre pour le continent européen. Aujourd'hui, on est complètement dans autre chose, car il y a un grand déséquilibre, et donc pas de bloc, parce qu'il y a un déséquilibre fort entre d'un côté le bloc occidental et de l'autre une Russie qui, en revanche, a un très très grand pouvoir de nuisance et de déstabilisation. Et c'est là qu'on est encore dans le monde post-guerre froide, où il y a une puissance et où il y a un monde en déséquilibre depuis justement la disparition du bloc communiste. Merci Sabine de nous avoir remis cette perspective historique, de nous avoir rappelé ces fondamentaux. Alors maintenant, justement, la parole à Michel Duclos, qui en plus pourra en partie parler d'expérience, parce que si je me souviens bien, tu étais à Berlin, en Allemagne, au moment... J'étais en Russie au moment de la perestroïka et de la chute de l'URSS, et ensuite en Allemagne au moment de la réunification. Merci beaucoup d'abord à Marc et m'avoir invité. Et merci à vous tous d'être là. Mon premier point, ce sera celui qui vient d'être expliqué par Sabine, c'est-à-dire il n'y a pas en Europe aujourd'hui deux blocs. Il y a un continent réunifié et un pays qui essaie de lutter contre ce qu'il perçoit comme une menace ou je ne sais quoi. Et ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'histoire, parce qu'évidemment, les Européens entre eux vont continuer à se disputer, et que par ailleurs, la question russe ne va pas disparaître. Il y aura toujours le problème de savoir comment se protéger, mais aussi comment essayer d'engager la Russie, etc. Ce qui va pour moi être un grand facteur, c'est le destin de Poutine, parce que cette guerre a quand même un élément personnel très fort. Et là, je le reconnais, déterminé par mon expérience personnelle. J'ai vu l'effet de la guerre d'Afghanistan sur l'URSS, sur la Russie communiste. Je ne peux pas croire que Poutine puisse survivre à un revers en Ukraine, parce que quoi qu'il arrive, ce sera forcément un revers. Il ne peut pas gagner. Donc ça, c'est le premier point, hein, l'Europe. Deuxième point, élargissons la focale. Il y a aujourd'hui un duel sino-américain. Alors certains disent guerre froide, d'autres disent mais non, ça n'a rien à voir. Alors moi, comme je suis un opérationnel et pas un universitaire, j'ai horreur des querelles sémantiques. Donc j'utiliserai, si vous voulez, cette expression de duel entre la Chine et les États-Unis. Et là, ce qui me paraît frappant, c'est que comme ça avait été le cas pour le Covid, cette guerre en Ukraine ajoute un cran supplémentaire dans la rivalité sino-américaine. Il n'y avait pas de fatalité à ça, mais c'est comme ça que ça se produit, probablement parce que les Chinois, qui n'ont pas beaucoup d'alliés dans le monde, comme le rappelait Marc, devaient soutenir les Russes. Ils ont sans doute espéré qu'ils tireraient bénéfice d'une victoire russe. Ils ont pensé aussi que ça immobilisait utilement les États-Unis, que ça détournait l'attention des États-Unis vers l'Europe. Enfin, pour de tas de raisons, d'une manière ou d'une autre, les Chinois étaient liés avec la Russie, même si petit à petit les limites de ce lien émergent de plus en plus. Alors mon troisième point, et là j'entre dans un domaine plus spéculatif,
Je crois que c'est justement dans l'Indo-Pacifique que les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine vont être les plus fortes. Et cela se manifestera par la prévision suivante, qu'une attaque de la Chine sur Taïwan est encore plus probable aujourd'hui qu'avant. Parce qu'un tabou a été levé. Donc envahir son voisin, après tout, ça se fait, même quand on est membre permanent du Conseil de sécurité. Ensuite, il ne faut pas croire que la politique internationale, c'est uniquement des calculs, des intérêts, etc. C'est aussi une ambiance, et c'est ce que les Grecs appelaient le thumos, qui est cette partie du cerveau qui était le siège de la colère, de la violence, de la vengeance, du ressentiment, etc. Et là, actuellement, je ne dirais pas qu'on assiste à un retour du géopolitique, comme on dit, parce que celui-ci n'avait jamais disparu, bien sûr, mais on assiste à une réémergence en force du thumos. Et puis, il y a des raisons plus opérationnelles, qui est que les Chinois vont tirer les leçons de ce qui se passe en Ukraine. Et ils analysent très précisément. Alors, ils voient que l'Occident est moins décadent qu'ils ne le pensaient. Donc ça peut les inciter à la prudence. Mais ils voient aussi les erreurs des Russes. Et comme me disait un interlocuteur chinois, "We are not Russian." Et donc, ils ont bien compris que, par exemple, quand vous envahissez un voisin, il faut que ça soit fait en 3 jours. Après, ça devient plus difficile. Ils ont bien compris qu'il fallait tout de suite annihiler le pouvoir politique que vous voulez détruire. Parce que si ce pouvoir politique réussit à survivre, après, c'est plus compliqué. Ils ont bien compris aussi qu'il fallait couper toute l'information autour. Sinon, vous exposiez à un système de sanctions, etc. Et il me semble, si vous voulez, là on rejoint au thème des blocs, qu'aujourd'hui on l'a oublié, mais l'OTAN a été créé en 1949, mais les Américains n'ont vraiment réarmé l'Europe qu'après la guerre de Corée. C'est-à-dire quand ils ont fait le calcul qu'une agression de la Chine en Asie voulait dire qu'une agression de l'URSS en Europe était tout à fait plausible. Et pour moi, on est dans une situation un peu du même type aujourd'hui. Et d'ailleurs, un point très frappant, enfin en tous les cas un marqueur à surveiller, c'est le réarmement du Japon, par exemple. Ce n'est pas seulement les Américains qui réinvestissent en Indo-Pacifique, mais il y a actuellement un débat au Japon. Il est très possible que le Japon double son budget militaire comme le fait l'Allemagne. Alors on dira les Japonais étaient peu armés, etc. Mais ils avaient 1% de leur PIB. S'ils passent à 2%, c'est la 3e économie du monde. Donc ça va quand même singulièrement remplacer modifier le rapport des forces. 4e observation, le Sud global. Vous avez beaucoup d'esprits forts à Paris, et parfois même Marc Semo lui-même, qui mettent en doute ce concept. Et sur le plan analytique, ce concept n'a probablement aucun sens. Mais simplement sur le plan existentiel, quand on va dans des conférences internationales, eh bien, le fait est qu'il existe. Il existe parce que des pays qui, par ailleurs, ont beaucoup de choses, beaucoup de points de divergence, beaucoup de différences, notamment leur niveau de développement économique, ont quand même en commun ce ressentiment à l'égard de l'Occident, qui est un ciment important. Mais là où il faut faire attention, c'est que derrière ce sentiment commun et donc cette instrumentalisation du Sud global par les Chinois et les Russes, il y a une autre réalité qui est la montée en puissance des puissances moyennes
qu'un autre journaliste du Monde, Piotr, avait qualifié comme carnivores. Moi, je dirais c'est des puissances moyennes désinhibées. Et ça a précédé l'Ukraine, puisque c'était le repli américain qui avait ouvert un champ d'initiative à la Turquie, l'Iran, voire l'Inde, qui est une puissance super moyenne, ou l'Arabie saoudite, qui a envahi le Yémen. Et ces États-là, ces puissances moyennes ou surmoyennes désinhibées, il est très frappant d'observer que c'est elles qui profitent le plus de la situation de la guerre en Ukraine. C'est la Turquie qui mange à tous les râteliers, mais qui aussi maximise ses avantages. C'est l'Inde et l'Arabie saoudite qui sont courtisés par tout le monde, qui bénéficient, qui achètent, enfin dans le cas de l'Inde, qui achètent au rabais le pétrole russe, tout en étant en mesure, comme vous l'avez rappelé, Modi est quand même en mesure d'esquisser une leçon à Poutine. Et donc, je m'arrête là, non? Non, je termine ce point sur le Sud global, et derrière le Sud global, ces puissances moyennes désinhibées. Alors, peut-être un dernier point, peut-être le plus important, c'est que pour que l'Occident conserve son avantage dans ce duel entre la Chine et l'Occident, parce que quand on dit les États-Unis, ça entraîne l'Occident, il faut trianguler certaines des puissances du Sud global. Il faut être en mesure de coopter les principaux acteurs du Sud. C'est ce que d'ailleurs le président Macron a parfaitement compris et fait dans son discours aux Nations Unies. Dans mes bouquins et dans mes papiers, je critique souvent la diplomatie de Macron, mais là, je crois qu'il a compris quelque chose de très important. Et là, peut-être je terminerai là-dessus. Et ce qui est aussi frappant, c'est que ce que ces grandes puissances du Sud détestent dans la politique occidentale, c'est les sanctions, c'est l'hégémonie du dollar, c'est le contrôle du système financier international, qui sont encore pour l'instant les vraies forces des États-Unis et de l'Occident. Or, précisément, ce qui nous a permis de résister, ce qui a permis aux Américains de monter cette résistance à l'agression russe en Ukraine, c'est ces atouts-là. C'est l'hégémonie du dollar que nous, Français, nous détestons. Mais s'il n'y avait pas ça, les Chinois ne se seraient pas gênés pour contourner les sanctions américaines et pour aider à fond la Russie à écraser l'Ukraine. Donc là, il y a un dilemme. On peut en trouver d'autres. Par exemple, si on veut faire ce lien avec le Sud, cette cooptation avec le Sud, il faut que nous, Européens, nous trouvions un nouveau contrat avec l'Afrique. Et ça passe surtout sur le changement climatique. D'ailleurs, là aussi, le président de la République l'a dit. Mais les politiques que nous menons, nous, en Europe, sur le changement climatique, c'est la taxe aux frontières, c'est bannir le financement du gaz naturel. Et donc, c'est un modèle de lutte contre le changement climatique qui est contraire au modèle de développement des pays africains. Et donc, ils nous accusent d'un impérialisme normatif qui introduit un autre sujet de discorde entre le Sud et nous. Pardon si j'étais un peu long. Non, merci Michel, c'était tout à fait passionnant. Alors maintenant, donc... ça illustre ton thème. Absolument. Et maintenant, donc, la parole à Nicole Miesotto, qui est très perplexe quant à cette logique, quant à cette idée du retour des blocs. Ah, tu vois. Oui, merci Marc, merci à vous de votre présence. Oui, moi je fais partie de ceux qui n'aiment pas cette expression, le retour des blocs. Je trouve que c'est effectivement, la formule est belle, on peut la retenir facilement, mais je pense qu'elle donne une idée fausse de la réalité extrêmement complexe que nous vivons aujourd'hui, et que quand on a une idée fausse, on a peut-être des solutions fausses
qui s'ensuivent. Et donc, je vais essayer d'expliquer cela. Alors, premier point, je ne suis pas assez stupide pour nier le fait qu'on a effectivement une guerre aujourd'hui initiée par la Russie contre un pays indépendant et souverain, l'Ukraine, qui était en passe de démocratisation. Et donc, je ne suis pas stupide pour nier l'apparence qui est effectivement, on a aujourd'hui un camp occidental, plutôt démocratique, face à l'agression russe, la Russie étant un pays non seulement autoritaire, mais moi je dirais totalitaire sur sa propre population. Je ne nie pas non plus qu'il y ait au niveau mondial, comme l'a dit Michel Duclos, un affrontement idéologique entre les États-Unis et la Chine, entre un ordre libéral défendu par les Américains, aussi bien sur le plan économique que politique, et un ordre autoritaire défendu par les Chinois, qui a cette particularité d'être autoritaire sur le plan politique, mais ultralibéral sur le plan économique, ce qui fait la particularité du modèle chinois. Et donc, je suis d'accord avec Michel Duclos pour dire que le XXIe siècle sera surtout un affrontement entre deux modèles, un modèle américain ou un modèle chinois, et la question étant de savoir qui va récolter ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire cette espèce de masse immense, à peu près 5 milliards de gens, qui sont ni des démocraties ni des dictatures. Donc tout ça est vrai, mais pour autant, je ne crois pas qu'il y ait un retour des blocs, pour 3 raisons. La première raison, c'est que si bloc occidental il y a, le nôtre, il est extrêmement troué, il est extrêmement fragile, à la différence de ce qui était dans la guerre froide. Nous sommes un bloc de démocratie dont certaines ne sont plus du tout des démocraties. La Turquie, membre du bloc occidental, évolue de façon très autoritaire. La Pologne et la Hongrie sont... Alors, on se fait paradoxe qu'ils défendent l'Ukraine parce que l'Ukraine défend sa liberté et la démocratie contre l'oppression russe, mais à l'intérieur de leur pays, ces deux pays musellent la liberté démocratique de leur population. Et donc, alors ils se font appeler démocratie libérale, je trouve qu'on a tort d'accepter ça. Ces pays, pour moi, ne sont pas des démocraties, et le fait qu'ils défendent la démocratie à l'extérieur, dans leur politique étrangère, et l'étouffent à l'intérieur dans leur politique domestique, pour moi, est un vrai scandale européen. La Pologne essaye de se refaire une vertu sur l'accueil des réfugiés ukrainiens, mais c'est un pays dangereux sur le plan de la stabilité démocratique de notre camp. Et je ne parle pas de l'extrême droite qui vient de gagner une partie des élections en Suède et qui sera au gouvernement. Je ne parle pas de l'Italie dont tous les pronostics disent que dimanche, c'est-à-dire après-demain, ce sera gouverné par un mouvement d'extrême droite. Je ne parle pas de bien d'autres évolutions dans notre camp. Alors, notre camp occidental ayant aussi des ramifications à l'extérieur, chez les Saoudiens, les Égyptiens, pour lesquels on a soutenu un coup d'État militaire contre une élection parfaitement démocratique, selon les observateurs de l'époque. Donc notre camp occidental est quand même très troué. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Joe Biden, qui au départ, quand il a été élu, avait des grandes ambitions sur un sommet des démocraties, etc., a revu un peu ses ambitions à la baisse, parce que le camp des démocraties n'est pas si démocratique que ça, et ça nous donne un point de faiblesse. Ça donne à nos opposants autocrates de vrais arguments sur notre double discours, sur notre hypocrisie en matière de relations internationales et sur le fait qu'on n'a pas à leur donner des leçons parce que nous-mêmes, démocratie, nous ne sommes pas parfaites. Et ça, c'est un point, je crois, très important. Ce n'est pas un retour des blocs parce que, comme vous l'avez dit, Sabine, en face, il n'y a pas un bloc, il y a un pays. Et notre bloc à nous, il est parfaitement troué et donc peu crédible. Deuxième, je ne parle même pas du fait que dans 2 ans, les États-Unis pourraient être dirigés par un Trump ou un nouveau Trump bis, plus, et que là, je ne donne pas cher à ce moment-là de la démocratie américaine. Je ferme la parenthèse. Deuxième raison pour laquelle je ne pense pas que cette notion de retour des blocs soit pertinente, c'est que notre bloc, il est non seulement troué, mais il est
petit, il est minuscule, il se paupérise, on dirait une peau de chagrin au sens littéraire du terme. Vous savez, cette peau dans Balzac, c'est plus elle exauce les vœux de celui qui la possède, plus elle rétrécit et plus la vie de celui qui la possède diminue également. Et le jour où il n'y a pratiquement plus de peau, vous avez réussi tous vos vœux, mais vous êtes mort. Je trouve que ça devrait faire réfléchir. Et donc notre bloc, il est tout petit, parce que ça, vous l'avez dit tous les deux, donc je vais très vite. Nous sommes très isolés dans cette guerre. Nous sommes le camp occidental, c'est-à-dire Europe, États-Unis, plus Australie, Nouvelle-Zélande. Mais quand on regarde le sud, le grand sud, eh bien des pays que l'on croyait amis, comme l'Inde, qui n'est plus du tout une démocratie. Le Premier ministre indien est en train de mettre un régime autoritaire, nationaliste, fondé sur l'hindouité. Il ne fait pas bon aujourd'hui de ne pas être hindou en Inde. Mais l'Inde, donc, s'est abstenue. Des pays que l'on croyait amis, comme le Sénégal, s'est abstenu. L'Afrique du Sud, qu'on a quand même porté sur les fonds baptismaux, s'est abstenu. Et je ne parle pas de 39 autres pays, ou 35, je ne sais plus, Michel, qui se sont abstenus à l'Assemblée générale des Nations unies en mars, quand il s'est agi de condamner l'invasion russe en Ukraine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc le camp des démocraties n'a plus beaucoup d'exemplarité au sud, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ce sud global représente à peu près aujourd'hui 5 milliards de gens, et c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui de la bataille entre les États-Unis et la Chine. Autrement dit, ça n'est pas du tout le retour des blocs dans la guerre froide, où l'enjeu c'était l'Europe. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est qui va contrôler le destin politique de cette masse que certains appellent le magma, c'est pas très sympa, ou le marais, pas très sympa non plus, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Qui va contrôler cette masse de pays qui représente 5 milliards d'habitants aujourd'hui? Est-ce que ce sera le modèle autoritaire et libéral chinois, ou est-ce que ce sera le modèle démocratique et peut-être illibéral américain ou européen? Donc ça, c'est aussi une différence fondamentale. Et nous, quand on regarde les études qui sont faites, il y a deux instituts très sérieux. Un, The Economist, le journal, et d'autres, un institut dont j'ai oublié le nom, enfin le sigle, c'est ISPOA, quelque chose comme ça, en Suède. Ce sont deux instituts qui ont créé des marqueurs pour mesurer l'état de la démocratie dans le monde. Tous les deux, d'ailleurs, viennent de rendre leur rapport, et le titre de chacun des rapports est « Le monde est de plus en plus autoritaire ». Mais bon, ce que montre dans ces rapports, c'est que les vraies démocraties, les démocraties où il y a séparation des pouvoirs et représentativité par l'élection à bulletin secret, eh bien, ces démocraties, on est 8% de la population mondiale, d'après ces chiffres. Les régimes autoritaires durs, c'est-à-dire Russie et Chine et quelques autres quand même, Corée du Nord, Cuba et maintenant Birmanie et quelques autres, 39% de la population mondiale. Donc on voit vraiment qu'il y a une masse de gens qui se définissent, ou de pays qui se disent alors soit démocratie illibérale, soit démocratie électorale. On a inventé ça maintenant. Du moment que vous avez des élections, vous êtes une démocratie électorale. Il y a encore un troisième terme. Enfin, tout ça est parfaitement contestable d'un point de vue purement politique, mais on voit que l'enjeu, c'est cette masse de gens. Troisième point, troisième raison, pour lequel je crois que ce concept de retour de la guerre froide est, comment dit-on en français, misleading, c'est-à-dire trompeur, oui, trompeur, c'est pas mal. C'est que quand on regarde, quand on compare avec les blocs de la guerre froide, les blocs de la guerre froide, c'était une équation très simple. La guerre était impossible en Europe parce que la dissuasion nucléaire empêchait la guerre. Donc les grandes puissances, quand elles voulaient se faire la guerre, se faisaient la guerre dans le sud par satellite interposé. L'Europe était l'enjeu de cette confrontation entre blocs, et il n'y avait aucune communication possible entre ces blocs, à part quelques dissidents, effectivement, qui de temps en temps arrivaient à passer de l'autre côté. Aujourd'hui, on a exactement l'inverse. La guerre est possible en Europe, y compris peut-être avec des armes nucléaires, donc la dissuasion ne protège plus rien. La guerre n'est pas bannie en Europe, elle est réelle en Europe, elle n'existe pratiquement plus
entre les grandes puissances par le Sud se fait la guerre à lui-même, c'est-à-dire on a des guerres civiles au Sud, mais on n'a plus de satellites qui expriment les intérêts des grandes puissances. Et puis on a un commerce qui est absolument mondial, et en particulier la Chine, le bloc communiste à l'Est, eh bien, est complètement intégré dans la mondialisation économique. Il est même à l'origine de notre croissance. Si la Chine s'effondre économiquement, nous devenons plus pauvres que le Burkina Faso. Et donc, on est dans une situation totalement inverse, et c'est pour ça que je critique vraiment très fortement, et je vais terminer là-dessus, le concept. Pourquoi je le critique? C'est parce que si on pense en termes de retour, alors on pense que la solution devrait être la même. Comment la solution de la guerre froide, c'était les alliances, en particulier à l'Ouest, l'alliance militaire occidentale, l'OTAN, sous le leadership américain. Et c'est vrai, ça a très bien fonctionné d'une certaine façon, puisqu'on a gagné la guerre sans la faire. On a été chinois avant les Chinois, puisque c'est aujourd'hui la théorie des Chinois, gagner la guerre sans la faire. Donc la solution de la guerre froide, c'était tous unis derrière le leadership nucléaire américain. Or, cette solution aujourd'hui, elle n'est pas valable pour le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Je sais que ce que je dis apparaît un peu étrange, parce qu'aujourd'hui, tous les pays européens, et en particulier ceux qui n'étaient pas membres de l'OTAN, comme les pays neutres, la Suède et la Finlande, tous ces pays non seulement veulent rentrer dans l'OTAN, mais veulent que l'OTAN vraiment les défende, comme autrefois l'OTAN les défendait contre l'Union soviétique. Et on a effectivement aujourd'hui un retour très fort de l'Alliance atlantique comme étant peut-être la seule solution à l'affrontement avec la Russie. Et les Américains vont même au-delà, puisqu'ils aimeraient que les compétences de l'OTAN s'élargissent aussi à l'Asie, pour que l'OTAN soit également la grande organisation mondiale de défense de la démocratie, y compris contre la Chine en Asie, et que Taïwan soit, si possible, défendu par l'OTAN. Je trouve que tout cela n'a aucun sens, en tout cas en fonction des intérêts européens. Et ce qui me paraît important aujourd'hui, ce n'est pas de faire référence aux solutions de la guerre froide, c'est de trouver des solutions pour aujourd'hui. Je n'ai pas la solution, bien évidemment, mais je trouve que la notion de retour entraîne une certaine paresse intellectuelle, une paresse stratégique. Aujourd'hui, à mon sens, il serait urgent que les Européens réfléchissent à qu'est-ce que c'est que leur intérêt dans les 20 ans qui viennent. Est-ce que c'est d'avoir un monde confrontationnel avec la Chine ? Moi, personnellement, je crois que non. Est-ce qu'il va y avoir une attaque sur Taïwan? Je crois que les chances sont beaucoup moins fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant l'attaque en Ukraine. Parce que les Chinois ont peut-être vu qu'on pouvait attaquer, mais ils ont vu aussi qu'on allait perdre. Et que plus les sanctions économiques et la mobilisation des Américains entraînaient la perte. Et donc, je ne crois pas qu'il y aura une attaque sur Taïwan. Et donc je pense que les Européens doivent, se demander quel est leur intérêt. Ce n'est pas notre intérêt d'avoir un monde séparé entre l'Amérique d'un côté et la Chine de l'autre. Ce n'est pas l'intérêt de notre identité d'Européens, de notre culture, de notre richesse. Ce n'est pas du tout ça. Et le monde est trop complexe pour être divisé par deux. Les Américains ont une pensée simpliste, les Européens ont toujours une pensée de la complexité. J'espère qu'on va trouver plus complexe que le retour à un simple monde binaire. Et enfin, je pense que les Européens devraient faire un effort qu'ils ne font pas aujourd'hui pour savoir quelle est l'issue souhaitable pour les Européens, la plus souhaitable pour les Européens du conflit en Ukraine. Je sais bien que ce sont les Ukrainiens qui doivent décider ou pas de quand et comment ils négocieront, mais rien n'empêche les Européens, et au contraire, tout obligerait les Européens entre eux à savoir quelle est la meilleure solution pour eux. Après, on acceptera ce que les Ukrainiens voudront. Mais l'idée que les Européens ne font même pas l'effort de réfléchir à leur intérêt en Ukraine me paraît être la conséquence, justement, de cette idée d'un retour des blocs où on n'a pas besoin de réfléchir puisque l'Amérique réfléchit pour nous. Merci Nicole pour cette très stimulante intervention. Tu as un grand succès de public. Je pense que cette intervention, l'un et l'autre voudront y répondre. Moi, je voudrais d'ailleurs, avant de donner la parole à Sabine pour y répondre, revenir aussi sur un point que tu as évoqué brièvement dans ton intervention, mais qui, par rapport à ce que pourrait dire Sabine, est très intéressant.
c'est qu'effectivement, par rapport à la guerre froide, il y a une inversion. C'est-à-dire, la guerre froide, c'était la stabilité en Europe par l'équilibre de la terreur et des guerres dans les périphéries. Aujourd'hui, la guerre en Europe change tout. C'est-à-dire, ce qui était l'avantage comparatif global de l'Europe dans le monde, c'est être un modèle de stabilité, de paix et de prospérité, est directement remis en cause par une guerre en Europe. On peut imaginer que cette guerre va durer longtemps, avec des conséquences qui vont être redoutables. Et paradoxalement, ailleurs dans le reste du monde, il n'y a pas de guerre ouverte. On reviendrait de guerre de ce niveau, un conflit conventionnel de haute intensité entre pays. Et on reviendrait quasiment à la situation qui était celle de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire où le reste du monde c'était plus ou moins bien vécu, notamment on voit les pays d'Amérique du Sud, pendant les deux premières guerres mondiales, ça a été le moment où l'Argentine est devenue talonnait les États-Unis comme pays le plus prospère, et on reviendrait donc dans une situation qui évoque ça. Voilà, donc si Sabine peut répondre, alors justement aussi, qu'est-ce que va être cette Europe où il y aura cette frontière qui sera un front? On peut imaginer que, même s'il y a un cessez-le-feu, même s'il y a la situation s'enlise en Ukraine, on est une situation comme entre les deux Corées. C'est-à-dire une frontière reconnue par personne et qui reste un front. Oui, alors je voulais rebondir sur effectivement cette question de retour des blocs. Alors moi je trouve quand même que en fait, celui qui a remis ce truc au goût du jour, c'est Poutine en fait, hein, quand même. C'est-à-dire que au fond, lui, voilà exactement, c'est-à-dire que lui, et c'est là où il renoue avec un anti-occidentalisme qui était très présent à l'époque soviétique, hein, c'est l'idée qu'il y a le bloc agresseur, le bloc les méchants, hein, un monde très vraiment un monde très manichéen, et donc l'Occident c'est le matérialisme, l'absence de valeurs, l'absence de tradition, le postmodernisme, mais aussi l'agresseur plus généralement, puisque là dans le discours par exemple il y a 2 jours, c'est l'idée que l'Ukraine était la place d'armes, hein, ça existe comme ça en russe, place d'armes, la place d'armes de l'Occident. Donc la reconstruction du bloc occidental, d'un certain côté, c'est une création de Poutine. Et après, évidemment, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que le bloc a des trous et qu'il est plus complexe que ça, mais en même temps, il a montré quand même une capacité sans aucun doute qui n'avait pas été prévu de réaction. Donc le retour des blocs, et là aussi c'est une inversion quand même, parce que la guerre froide à l'époque, c'était un terme occidental. Les soviétiques qui refusaient le terme de guerre froide, ils disaient nous on ne fait pas la guerre du tout, on est le camp de la paix, du progrès. Donc le premier qui utilise le terme de guerre froide, c'est Gorbatchev. Kholodnaya Vaina, c'est la première fois que dans le discours russe, on utilise le terme de guerre froide. Avant, c'était la guerre froide. Gorbatchev, oui, mais pour dénoncer, pour dire on sort de la guerre froide. Lui, il reconnaît le fait, à l'époque, puisque lui, il est pour la maison commune européenne, il est pour l'idée d'un monde, justement, qui n'est plus divisé en blocs, mais qui doit penser les problèmes en commun. Et du coup, Gorbatchev réutilise ce terme pour dire oui, on était dans le monde de la guerre froide d'un côté comme de l'autre. Mais jusque-là, quelqu'un comme Molotov, qui est pourtant, Dieu sait ce qu'il a fait pendant la guerre froide, Molotov, il avait toujours nié l'existence de ce terme. Pour lui, on n'était pas en guerre froide, on était de son côté dans le monde de la paix. Donc là, il y a une inversion, parce que s'il y a bien une guerre, la mise en avant d'un bloc, etc., c'est vraiment l'œuvre de Poutine. Et d'ailleurs, Poutine a réussi quelque chose que les soviétiques n'avaient pas réussi, c'est à faire que la Finlande demande son entrée dans l'OTAN. Donc de ce côté-là, il y a quand même une réalité incontestable qui est l'œuvre de Poutine. Alors après, bien sûr que quelque part, ce conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est en fait un conflit, enfin, que moi je qualifierais de guerre coloniale, c'est le refus de la fin de l'Empire soviétique, hein, c'est le refus
du droit d'un peuple à disposer de lui-même aux frontières. Et donc, on est bien dans quelque chose donc, de localisé d'une certaine manière. Une guerre coloniale entre un ancien empire et un État qui a pris son indépendance. Sauf que, justement parce qu'il y a une surutilisation par Poutine de cet héritage de la grande puissance soviétique, parce que la Russie aujourd'hui, c'est plus du tout une grande puissance. C'est la Chine, effectivement, la grande puissance de la région. Mais Poutine surutilise l'héritage de la grande puissance soviétique pour présenter son combat contre l'Ukraine comme si c'était un combat pour une autre civilisation, d'autres valeurs, et pour essayer d'emmener derrière lui tout le fameux Sud global. Bon, alors c'est évidemment un malentendu complet, parce qu'en fait, la Russie, d'abord, est aussi blanche que nous, même si elle est multinationale aussi. Mais justement, c'est pas inintéressant de voir que le traité de coopération de Shanghai, donc on a cette réunion à Samarcande, et c'est pas neutre. À l'époque soviétique, l'Ouzbékistan, c'était une des républiques leaders de l'Union soviétique pour s'adresser au tiers-monde. Il y avait une division des tâches entre ceux qui s'adressaient à l'Europe, ceux qui s'adressaient au tiers-monde. Donc les républiques d'Asie centrale à l'époque soviétique étaient des pôles d'attraction pour les gens du tiers-monde. Tachkent, capitale de l'Ouzbékistan, était le lieu de visite des leaders algériens, des leaders indiens, afghans, etc., à l'époque de la décolonisation. Et là, c'est pas neutre que Poutine essaye de rentrer là-dedans quand il est à Samarcande et qu'il essaye de montrer qu'il n'est pas du tout isolé. Hein, on l'a bien vu sur le canal russe, hein, à la télé russe. On voit le discours de Poutine avec une rangée de leaders du monde entier, comme si Poutine était en fait le leader d'un camp, le camp du Sud global. C'est faux, en fait, bien sûr, parce que sur le fond, les Russes ne comptent pas beaucoup dans ce Sud global. Mais il y a une volonté de jouer de cet héritage, même si cet héritage, bien sûr, ne suffira pas à faire que Poutine ne finisse pas par être isolé. C'est ce qu'on est peut-être en train de voir à l'heure actuelle. Bon, alors j'ai pas répondu à la frontière épaisse, mais c'est pas grave. Donc, pour avoir le temps justement de vous laisser la parole pour des questions. Alors Michel, sur ce point de réponse à la fois pour l'Europe, qu'est-ce que ça signifie d'être devenu le cœur des conflits, et de réponse à Nicole sur son intervention. Nicole est d'accord avec nous. Elle dit qu'il n'y a pas de retour des blocs. Nous, on a expliqué les uns les autres qu'effectivement, c'était plus compliqué que ça. Il y avait une polarisation, mais beaucoup plus diffuse qu'avant, sur d'autres lignes de clivage. Et par ailleurs, elle a conclu comme nous, comme moi, en tous les cas, que le problème, c'était de trouver un deal avec le Sud global ou de coopter une partie de ces pays. Donc, il n'y a pas je crois, de désaccord. Sur l'Europe, ce qui est triste, c'est de voir que la France et l'Allemagne, j'ai fait une interview d'Ivan Kratsev pour le site de Montaigne, la France et l'Allemagne ont perdu une partie de leur légitimité. Alors moi, je ne crois pas, comme on le lit parfois, que c'est la Pologne, les Baltes et les Suédois qui vont prendre le commandement de l'Europe. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. À Bruxelles, les grands pays continueront à peser d'un grand poids. Mais c'est vrai que le là intellectuel, politique, culturel, maintenant s'est déplacé à l'Est. Pour combien de temps, ça ne va peut-être pas durer. Mais là, il y a une réalité politico-culturelle incontestable. Je dirais, cher Nicole, que c'est quand même largement de notre faute. C'est-à-dire, c'est l'aveuglement dont nous avons fait preuve sur la Russie qui, aujourd'hui, nous rend moins crédibles. Et j'ai été moi-même beaucoup dans les affaires politico-militaires au Quai d'Orsay, et de ministre en ministre, de président en président, nous défendions à toute force ce que nous appelions la défense européenne. Simplement, nous refusions de voir qu'il y avait une menace stratégique
russe. Et à partir de... Pour tout vous dire, à la fin des années 2000, j'étais à Bruxelles où je m'occupais de défense européenne. À l'issue de mon séjour, je me suis dit plus jamais ça, quoi. C'est impossible parce que nous, Français, on veut que nos camarades européens s'arment et prennent leur autonomie, mais on refuse d'admettre leur point de vue qu'il y a une menace russe. Et donc c'était une impasse absolue, si vous voulez. Et d'une certaine façon, cette guerre, avec tous ses malheurs et ses dangers, hein, et les incertitudes qui pèsent encore sur son issue, aura peut-être une vertu clarificatrice. Ça va ramener la Russie d'abord à sa vraie dimension, c'est que ce n'est pas la puissance militaire qu'on pensait, mais aussi à ce qu'elle a de fondamentalement antagoniste pour l'instant à l'égard de notre identité. Si vous voulez. Et donc, moi, je suis triste qu'il y ait cette blessure fondamentale au sein de l'Europe. Alors, j'ai reconnu dans les propos de Nicole et dans vos applaudissements ce pli français qui consiste à avoir, comme dans le Sud global, on a un ressentiment anti-occidental. En France, on a un ressentiment américain. Et on est persuadé qu'il y a toujours des intérêts divergents. L'Europe aurait des intérêts divergents de ceux des États-Unis. Bon, peut-être, mais qu'on me le prouve. Jusqu'ici, je ne vois pas en quoi ça aurait été un intérêt européen que la Russie gagne en Ukraine. Et donc là, il me semble que l'intérêt des Américains était assez parallèle au nôtre. Et par ailleurs, on veut toujours, on reproche toujours aux Américains soit d'être trop présents, de nous écraser, soit de ne pas être là. Bon, ben là, ils ont été là, et c'est tout. Très bien, ils l'ont été sans nous écraser en plus. Ils nous ont laissé un rôle, et l'Union européenne a joué un rôle éminent avec les sanctions et